Je lui passe le micro, il va savoir se présenter tout seul comme un grand. Merci à tous. Pas de musique, on s'en fout. Bonjour à tous. Alors moi, si vous ne me connaissez pas, c'est Antox Collaboy sur YouTube. J'ai une chaîne YouTube où je critique des chaînes. Donc en gros, j'ai pas ma langue dans ma poche. J'ai deux concepts. Un où je fais de la pub aux gens qui s'appellent mes chers abonnements, et je présente des chaînes auxquelles je suis abonné et que j'aime énormément. Donc ça peut être des très grosses chaînes, comme des toutes petites chaînes. Et l'autre concept, c'est un petit peu le némésis de cette émission, c'est les chers de l'abonnement. Et je prends des chaînes qui sont soit très obscures, soit qui ont vraiment une morale un peu, on la met dans la poche et on s'en fout. Et du coup, j'ai un humour assez corrosif et assez noir. Donc ça peut ne pas plaire à tout le monde. Et c'est ça que j'aime bien, justement. Donc du coup, moi, je me suis lancé en 2013. Donc ça fait maintenant 6 ans que je suis sur YouTube à peu près. Au début, sur ma chaîne, c'était vraiment du jeu vidéo. C'était sans prétention, j'en avais rien à foutre. Je partais pas du principe que ça pouvait marcher. À l'époque, c'était très récent le fait de pouvoir gagner sa vie avec YouTube. On ne savait même pas qu'on pouvait gagner de l'argent avec ça. On postait nos vidéos comme ça un peu dans notre coin et on s'en foutait. Et à partir de vraiment genre 2010-2012, ça a commencé à vraiment marcher. Les gens ont commencé à se faire beaucoup d'argent. Et on a commencé à voir qu'il pouvait y avoir un filon à se faire. Mais le problème, c'est que ça ne se passe pas comme ça pour tout le monde. C'est que pour vraiment se faire de l'argent sur YouTube, c'est pas en termes d'abonnés qu'il faut penser, mais c'est en termes de vues et en termes de vues mensuelles. Et il y a beaucoup de gens qui s'imaginent qu'on peut devenir millionnaire d'un coup sur YouTube alors que c'est absolument pas le cas. Moi, actuellement, je suis aux alentours de 2 millions de vues mensuelles et j'ai un SMIC. Voilà. Donc il y a des gens qui s'imaginent qu'on peut devenir millionnaire, mais c'est pas comme ça que ça fonctionne. En plus, il faut savoir aussi que pour se faire de l'argent sur YouTube, c'est pas uniquement avec les vues, c'est aussi avec la fidélité de l'audience. Il faut que la personne puisse regarder votre vidéo en entier. Il faut être suffisamment attractif pour ça. Donc ça aussi, c'est un autre enjeu. Il faut savoir aussi qu'on peut gagner de l'argent autrement que uniquement avec ses vues. C'est-à-dire qu'on peut avoir des partenariats, à partir du moment où on commence à avoir beaucoup de visibilité, il y a des publicitaires, il y a des boîtes qui sont intéressées par la visibilité que vous pouvez leur donner. Et donc du coup, qui sont prêts à payer beaucoup d'argent pour que vous puissiez leur faire de la pub. Donc ça peut être de 5 000 € à 150 000 € le placement de produit de 30 secondes. Donc on peut devenir riche assez rapidement, mais pour ça il faut être suffisamment attractif pour les publicitaires. Avant toute chose, quand on se met sur YouTube, il faut comprendre plusieurs choses. C'est que, qu'est-ce que vous avez envie de faire sur YouTube? Généralement ce que je dis, c'est qu'il y a deux choix. Soit vous vous mettez sur YouTube pour partager ce que vous aimez vraiment et vous vous en foutez de votre avenir, de ce que vous pouvez partager, c'est voilà, juste votre kiff et vous le partagez à votre bande de potes et vous n'avez aucune prétention là-dessus. Et dans ce cas-là, vous pouvez sortir ce que vous voulez, à l'heure que vous voulez, au jour que vous voulez et comme vous voulez. Soit vous voulez vous professionnaliser, et là par contre, il va falloir se sacrifier. C'est-à-dire qu'il va falloir sacrifier sa vie sociale, il va falloir sacrifier sa vie sentimentale, peut-être même ses études. Il va falloir aussi avoir la tête sur les épaules parce que vous allez vous prendre des messages horribles, parce que les gens sur Internet n'ont aucune limite. Donc il va falloir se poser ces questions-là. Et après, ça vous coûtera quand même pas mal d'argent avant que ça devienne rentable. Et en termes de matériel. Tout dépend, encore une fois, ce que vous voulez faire. Partez du principe que sur YouTube, vous pouvez partager absolument tout ce que vous voulez. Si vous avez une passion, même de simplement filmer sa propre vie, il y a des gens qui ont réussi à devenir milliardaires, et c'est la vérité, milliardaires rien qu'en filmant sa vie, en montrant ses voyages, machin et compagnie, ça s'appelle du vlog, je pense que certains ici doivent connaître. Et comme je citerai un seul exemple dans le tas qui s'appelle Casinestat, c'est un américain, maintenant il est milliardaire, et à la base, lui ce qu'il fait, c'est juste vous montrer à quel point sa vie est géniale. Donc c'est à la portée de tout le monde ici. Sauf si vous avez une vie un peu chelou, mais voilà. Si vous avez une vie géniale, forcément il y a des gens qui vont adorer voir ça. N'hésitez pas en cours du dialogue, si jamais il y a une question qui vous interpelle ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à la lui poser. Hein. C'est censé être un petit peu interactif si vous en avez envie, tout simplement. Oui, non, mais bien sûr, si vous avez des questions à poser, n'hésitez surtout pas. Et c'est pour ça aussi, la partie professionnelle de YouTube, il faut savoir que c'est un métier qui regroupe plusieurs groupes de métiers. Vous allez devoir gérer la vidéo, vous allez devoir gérer l'écriture, la lumière, le montage, le marketing, la comédie, la mise en scène, tout plein de choses comme ça, vous allez devoir vraiment l'apprendre en autodidacte total, et c'est justement là où vous allez devoir vous sacrifier. Parce que, en l'occurrence, moi personnellement, quand je fais une vidéo, j'ai 2 jours d'écriture et de recherche, j'ai 3 jours de montage,
Et tout ce qui se passe derrière, après, ça va être vraiment que du marketing. Comment annoncer sa future vidéo, à quelle heure la diffuser, parce qu'il y a des horaires à respecter. Il faut prendre en compte la période scolaire, parce que le public global de YouTube est jeune. Il va falloir se dire à quel moment sortir sa vidéo. Est-ce que je la sors à 2h? Est-ce que par exemple, la sortir à 2h un mercredi, c'est une bonne chose? Absolument pas. Le meilleur jour où vous devez sortir votre vidéo, c'est un vendredi vers 17h. Là où les gens ils se disent, c'est week-end, je chill, je peux me reposer tranquillement, les gosses quittent l'école à cette heure-là, donc c'est un créneau parfait. Et le problème, c'est que vous pensez bien que les gens se sont passés le message, et que maintenant ce créneau est extrêmement utilisé. Donc si vous sortez votre vidéo à cette période-là, vous allez être enfoui sous une tonne de vidéos, et personne ne vous verra. Donc là, il faut être malin. Généralement, le week-end, ça reste une bonne idée. Mais il faut penser à ce genre de choses, parce que c'est assez compliqué. Mais c'est vrai que, à partir du moment où vous avez réussi à vous professionnaliser et à avoir une communauté, vous allez commencer à avoir des commentaires, vous allez pouvoir interagir avec. Et ça, c'est génial, parce que c'est hyper enrichissant. Vous allez avoir plusieurs styles de personnes. Et je peux vous assurer que sur Internet, il y a des gens un peu particuliers. Mais ça fait plaisir en même temps, c'est justement le principe même de YouTube, de pouvoir interagir avec sa communauté, sinon on serait à la télé, à la radio, ou je ne sais où. Et le délire, c'est que il faut prendre aussi conscience de ça. Donc je reviens vite fait sur la partie sacrifice. C'est que vraiment, si vous voulez vous professionnaliser, tirez un trait sur tout ce qui est loisir. En tout cas pour les 2 premières années, très largement, il va falloir tirer un trait là-dessus. Il va falloir bosser comme un malade. Il va falloir apprendre à tout gérer soi-même. Les logiciels de montage, les logiciels de photo, parce qu'il y a aussi une grosse part de graphisme. Parce qu'il faut être attirant à l'œil avant même que la personne puisse cliquer sur votre vidéo. Si vous avez, par exemple, une chaîne qui est horrible, avec une bannière absolument pas travaillée, une typographie dégueulasse, avec des couleurs qui ne s'harmonisent absolument pas, des vignettes qui sont coupées en 4/3 avec des bandes noires, personne ne va cliquer dessus, même si votre vidéo elle est extrêmement belle. Tout le monde va s'en foutre. Parce que la première chose qu'on voit, ça ne nous donne pas envie. Donc il va falloir gérer toute la partie graphisme de ça aussi, tu vois. Bon, après, si tu as de l'argent, tu peux demander à un graphiste qui te fasse le taf. Mais quand tu démarres, généralement, tu n'as pas de thune. Donc ça, c'est compliqué. Donc après, toi, tu voulais faire du gaming. C'est ça, non? Et le problème du gaming, c'est que maintenant, le gaming sur YouTube, c'est entièrement bouché. À moins d'être réellement original et de mettre quelque chose qui diffère un petit peu de tout ce qui se fait à l'heure actuelle, c'est-à-dire mise en scène, développer son univers, avoir des idées, un fil rouge pour donner envie aux gens de suivre ce que tu vas faire par la suite. C'est là-dessus qu'il va falloir bosser. Si tu te mets juste devant ton ordinateur avec ta webcam et que tu te mets à jouer à des jeux vidéo que tout le monde peut voir ailleurs, tout le monde va s'en foutre. Il faut aussi être à l'affût des tendances et répondre à l'offre et la demande. Si tu veux te professionnaliser en tout cas. Donc si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. Hein, je vous en prie, je répondrai à absolument toutes, même si elles parlent de fric. Je ne suis pas timide là-dessus, vous pouvez y aller. Personne? Non? T'as une question, toi? Non? Ah, n'hésitez pas, hein, je sais que ça peut paraître un peu bizarre pour vous, mais YouTube est un vrai métier, hein, même si je sais que beaucoup s'amusent à s'en moquer, mais YouTube est un vrai métier, on peut vraiment faire sa vie avec. Moi, j'ai pas spécialement de diplôme, j'ai vraiment évolué en autodidacte. Maintenant, c'est ma vie depuis déjà 2 ans, bientôt 3. Et grâce à ça, grâce à YouTube, moi j'ai pu approcher un dessinateur professionnel et faire ma propre BD avec lui. Donc on peut devenir auteur, on peut devenir chanteur, on peut devenir ce qu'on veut. Il y a même des youtubeurs qui, à l'époque, étaient spécialisés dans le chant et la musique. Et il y a même des gens qui n'avaient aucun talent musicalement parlant, mais qui étaient très doués vocalement, qui ont réussi à devenir musiciens uniquement à la bouche. Après, vous connaissez peut-être pas, mais c'est un mec qui s'appelle Thomas Hopkins, qui a réussi uniquement en refaisant des mash-ups de musique, donc en mélangeant plusieurs styles musicaux, en mélangeant plusieurs genres. Il les faisait uniquement à la voix. Sa chaîne a tellement explosé, c'était un contenu qui n'existait nulle part ailleurs, qu'il est devenu lui millionnaire derrière, et il fait des tournées à travers tous les États-Unis, uniquement avec sa voix, en faisant tous les instrus et en chantant par-dessus. Par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'artistes musicaux qui ont réussi à sortir leur épingle du jeu et à devenir, à réussir à se faire une place dans le game sans passer par le circuit traditionnel. Et c'est exactement pareil pour nous avec la BD qu'on a sortie des FDP de Tubonia. C'est que s'il avait fallu qu'on passe par un circuit traditionnel,
on aurait galéré, on aurait mis énormément de temps, et peut-être que même personne aurait reçu ça, peut-être que ça aurait fait un flop monumental et qu'on n'aurait pas eu le financement pour y arriver. Et grâce à YouTube, grâce au fait qu'on ait déjà réussi à réunir une communauté avant, qu'on ait déjà réussi à progresser un peu, ben on a pu réunir suffisamment de gens et d'argent pour faire cette BD. Donc YouTube peut être un tremplin pour beaucoup de gens. Si à la base, je sais pas moi, si à la base vous faites du gaming et que vous avez, je sais pas moi, un jour quelqu'un vous dit ouais j'aime bien votre tronche, j'aime bien ta manière d'être face à la caméra, je te propose un rôle dans un court-métrage, et bim, ce court-métrage va être vu par d'autres personnes qui vont vous contacter pour faire d'autres courts-métrages et vous allez finir par devenir comédien. Et c'est arrivé à beaucoup de youtubeurs de la première génération, Norman, Squeezie, Cyprien, machin, qui eux maintenant, alors qu'à la base ces mecs-là faisaient soit du podcast ou du gaming, ont réussi à faire des voix de comédiens de doublage, ils ont réussi à faire certaines entrées donc, au cinéma. Pour Norman, même si ça a été nul à chier, disons-le clairement, hein, les films qu'il a pu faire, mais ça peut être un tremplin pour beaucoup de monde. Mais après, il faut savoir réellement ce que vous voulez faire. C'est ça le plus gros problème, c'est quand on voit des youtubeurs qu'on admire comme ça depuis des années, on les voit comme ça et on se dit putain, ça paraît tellement simple, ça paraît tellement facile. Mais il faut savoir que vraiment, vous allez être obligé de sacrifier votre vie sociale, votre vie privée et votre vie sentimentale là-dessus, parce que quand vous voulez vous mettre vraiment à fond là-dedans, vous allez très peu dormir. Vous allez très peu dormir, vous allez beaucoup douter. La seule chose à laquelle vous allez penser, c'est ça, YouTube systématiquement. Quelle idée je peux mettre? Vous allez rêver de vos propres idées que vous allez pouvoir écrire et mettre en image, tellement ça va vous obséder. Mais arrivé au moment où ça finit par prendre, ça change votre vie, mais complètement. Complètement. C'est vraiment un truc de ouf. Mais il faut avoir la tête sur les épaules et le recul par rapport aux commentaires que vous allez pouvoir prendre dans la tronche. Parce que ça aussi, c'est une dimension que peu de gens imaginent. À chaque fois qu'on parle de YouTube, on parle jamais de ça, mais on se prend énormément de commentaires négatifs. Et il faut avoir suffisamment de recul pour être solide face aux insultes, face aux remarques, face aux haters. Et ça, c'est pas évident. Mais je peux vous assurer qu'à force, on finit par s'y faire. À force, on finit par s'y faire, et on les voit même plus. Et ça prendra du temps. Ça prendra du temps. Pas de questions? Oui? Tu dis que les haters sont compliqués à vaincre. Vas-y, parle, n'hésite pas. Approche-toi. Alors tu dis que les haters sont compliqués à vaincre, entre guillemets, mais est-ce que toi, tu as un moyen un peu de les battre? Alors, le meilleur moyen de battre un haters, t'as deux solutions. Et puis en plus de ça, mec, le conseil que je vais te donner, c'est un conseil que tu peux appliquer dans la vie en règle générale pour tout et pour rien. Soit tu les ignores et ils finissent par s'ennuyer, ils se font chier parce que tu réponds pas et tu leur donnes rien. Donc du coup, vu qu'ils n'ont rien à manger, ils vont se lasser et aller ailleurs. Soit tu décides de rentrer dans leur jeu, mais uniquement dans la joie et la bonne humeur. Donc quand on t'insulte, au lieu de faire ouais, attends, mais qu'est-ce que t'as dit, machin, généralement c'est ce que les youtubeurs font avant qu'ils éclatent réellement. Parce qu'avant qu'on éclate réellement, c'est notre ego qui est touché. Tu vois, mis à part nos potes, notre mère, notre famille, personne ne regarde ce qu'on fait. Parce qu'on n'est pas connu. Et quand tu deviens connu, tout le monde te voit. Et là, du coup, tu prends difficilement la critique. Et puis tes proches, ils vont pas réellement te critiquer, ou alors ça va être tes potes, et puis t'es habitué, c'est pas grave. Ce que tu fais dans ces moments-là, tu leur réponds juste un merci, moi aussi je t'aime. C'est juste ça. Un cœur, un smiley. Tu vois. Ça, c'est la meilleure façon de répondre à un hater. Le commentaire le plus dur que tu pourras te prendre dans la tronche, c'est un mec qui a pris le temps de t'écrire un pavé hyper bien écrit, sans aucune faute, avec des ponctuations pour te dire à quel point tu es nul. Ça fait mal. Ça fait mal parce que tu te dis putain, lui il a vraiment mal, tu vois. Lui il a regardé ce que t'as fait et il a vraiment pas aimé. Et dans ce cas-là, tu lui réponds juste normalement que tu as regardé, que tu as pris en considération ce qu'il t'a dit, il n'y a aucun problème là-dessus. Mais au fond de toi, tu l'envoies chier quand même parce que bon, faut pas déconner. Mais tu prends quand même en considération ce qu'il t'a dit, tu le remercies de t'avoir donné son avis. Il faut toujours rester dans la positivité. Toujours. Regarde le joueur du grenier, je sais pas si tu connais le joueur du grenier. Le joueur du grenier, lui, il se fait critiquer pratiquement tout le temps. Parce qu'il a des sketchs qui sont sexistes, il a des sketchs qui sont un petit peu, voilà, il joue un peu sur le racisme, sur les blagues faciles, les blagues un peu gonfles. Et t'as toute la sphère féministe, la sphère végane, machin, qui lui tombe dessus. Et il répond toujours avec beaucoup de bienveillance.
mais il y a toujours la petite crotte de nez, tu vois. Toujours en mode, hé, rigoler c'est du divertissement. Donc c'est comme ça que c'est la meilleure façon de répondre aux haters. D'autres questions? Merci. Je t'en prie, oui? Voilà. Dis-moi tout. La vie de YouTube, est-ce que on peut se faire des amis? Est-ce qu'on se peut... Alors oui, bien évidemment. Il faut prendre YouTube un petit peu comme un site de rencontre. D'ailleurs, le meilleur site de rencontre du monde, YouTube, quelque part. Parce que ton but à toi sur YouTube, ça va être de partager. Tu vas partager tes créations, tes idées, ton univers, tes délires. Tu vas forcément avoir des commentaires de gens qui vont adorer ce que tu fais. Des gens qui vont même te dire « Hey, regarde, moi aussi, je suis dans le même délire que toi. Regarde, je fais ça. » Vous allez partager ça, ça va vous rapprocher tous les deux et peut-être même faire des vidéos ensemble. Et vous allez finir par devenir amis. Donc ça va créer des liens assez forts. Et donc du coup, sur YouTube, oui, bien sûr. C'est comme un jeu vidéo en ligne, en fait. Quand tu as l'habitude de jouer sur un jeu vidéo en ligne, tu vas rencontrer des gens avec qui tu vas jouer, ça va très bien se passer, et tu vas t'en faire des potes. Et c'est pareil, sur YouTube, tu te fais des potes. Et tu peux même te faire des potes avec certains youtubeurs. Parce que quand toi, tu deviens youtubeur et que tu finis par être remarqué par d'autres qui sont là depuis bien longtemps, et qui aiment ton travail, un jour ou l'autre, tu finiras par les rencontrer, et peut-être que le lien va se créer, et tu t'en feras des potes. Et bien évidemment, c'est normal. D'autres questions? Non? Ouais? Est-ce que tu regrettes d'avoir fait des vidéos? Enfin, quelle vidéo tu regrettes d'avoir tourné? Est-ce que je regrette d'avoir déjà fait une vidéo? Alors, je regrette pas. Je regrette aucune de mes vidéos. Mais il faut savoir que dans ma catégorie, c'est très spécial. Parce que j'ai été le premier en France à faire de la critique pure de chaîne YouTube. Personne en France faisait de la critique directe de contenu YouTube. C'est-à-dire que tu n'avais jamais vu quelqu'un qui prenait sa caméra pour dire « Ouais, ce que tu fais, c'est nul !» Personne. Tout le monde était habitué aux commentaires. La première fois que j'ai fait ça, je me suis pris énormément de commentaires négatifs, des gens qui voulaient me tuer, qui voulaient trouver mon adresse, qui voulaient me... C'était n'importe quoi, j'ai eu du mal à comprendre un peu cette dimension. Mais j'ai fini par me dire qu'effectivement les gens, ouais, ils sont très susceptibles sur les choses qu'ils aiment. Et au début je me suis dit, est-ce que c'était une bonne idée? Et je m'en suis foutu parce que quelque part j'aime bien déranger et faire chier mon monde. Donc j'en ai joué. Mais la seule vidéo qui, à la rigueur, sur le coup, j'ai regretté parce que je me suis dit, ouais, peut-être que j'y suis allé un peu fort, c'était pour Roi Isalou. Roi Isalou, qui est une femme de 40-50 ans, qui a décidé de faire comme Norman, mais des années après, là où toute la vague podcast était déjà ringarde, et elle s'est mise en tête de faire des vidéos de ce style-là humoristique, alors que c'était pas du tout drôle, avec des idées reçues et des clichés sur les jeunes qui étaient horribles. Et donc du coup, bon, effectivement, oui, j'ai un petit peu défoncé les portes ouvertes, carrément. Et derrière, il y a plein de gens qui m'ont dit, mais ouais, mais mec, tu te rends pas compte. La nana, elle a quoi? Elle a 300, 800 abonnés, t'en as 300 et quelques mille, et derrière, elle se prend un shitstorm incroyable. Comment tu veux que la meuf, elle puisse subir ce que toi, t'as l'habitude de subir, alors qu'elle, elle fait ses vidéos dans son coin? C'est vrai que là, je me suis dit, bon, ah ouais, my bad. Mais il faut savoir que, pour ma défense, je rentre toujours en contact avec les gens que je critique. Toujours. Si je fais une critique, pas positive, parce que de toute façon, c'est du positif. Mais si je fais une critique négative, j'essaye toujours de rentrer en contact avant avec la personne, de lui dire comment est-ce que ça va être amené, ce qu'elle peut risquer, et je reste après en contact pendant et un peu après la vidéo pour voir comment est-ce qu'elle encaisse le délire. Et pour le coup, Roi Isalou, sur le coup, elle a très mal pris la critique, alors qu'elle était au courant, elle était d'accord, il n'y a pas de souci. Et quelques jours après, elle m'a dit, ouais, au final, bah, on se marre bien. Tu vois. Au final, ouais, j'avoue, c'était facile. Alors, je suis désolée, j'interromps la conférence 1 minute. Alors, est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Oui, vas-y, je t'en prie, faut pas hésiter, vraiment. Est-ce qu'il y a un youtubeur que tu as découvert à qui t'encourage encore d'aller s'abonner? Genre Sweet Nelly, que j'ai rencontré à la Geek Days et qui m'a parlé de toi. Oui, je vois très bien Sweet Nelly. Alors, un youtubeur que j'ai déjà pubé. Ok, s'il y a déjà un youtubeur que j'ai déjà pubé et que je recommande encore et toujours. Alors, j'essaie de voir qui j'ai déjà pubé dans ma tête. Parce qu'on en est à 60 épisodes déjà de Cher Abonnement, sans parler de ceux que j'ai pubés en live. Ah mais il y en a tellement. En vrai, c'est tous des gens de génie.
mais je dirais à la rigueur, parce que c'est un ami et parce qu'il se défonce, et parce que vous n'imaginez même pas la masse de travail que ça peut être pour faire des vidéos, avoir la recherche, même l'écriture, faire en sorte que ça soit drôle. Qu'est-ce qui va vous faire rire, qu'est-ce qui va vous plaire, qu'est-ce qui est tendance, machin et compagnie, c'est très compliqué de... Une vidéo par semaine, tout ça, c'est très difficile, c'est prenant. Et ce serait Aménose. Aménose Cote, qui a certes pas beaucoup de vidéos sur sa chaîne parce qu'il a enlevé toutes les vidéos culturelles qu'il faisait avant. Parce que justement, il faisait des vidéos culturelles et ça l'a tellement fait chier que tout le monde s'en fout, alors que c'était extrêmement bien fait. Il a décidé de faire de la review humoristique et il a un travail mais colossal. Et ce gars-là, je vous le recommanderai toujours. Après, bien évidemment, il y en a d'autres, mais là, comme ça, j'en aurais trop en tête. Ils ont tous du talent, même des fois peut-être même plus que moi. Et je comprends pas pourquoi moi je fais plus de vues et plus d'engouement qu'eux en fait. Donc ouais, vas-y. Est-ce que tu as des ennemis sur YouTube? Est-ce que j'ai des ennemis sur YouTube? Oui. Malheureusement oui. Malheureusement oui, parce que le youtubeur est un être égocentrique. Le youtubeur est un être narcissique, un mec susceptible. Et donc du coup, quand tu commences à donner ton avis comme ça et que tu mets un peu les pieds dans le plat et que tu leur dis ouais, ce que tu fais c'est pas bien, ouais, regarde-toi dans la glace, tu te rends pas compte que ta communauté est jeune et tu fais de la promotion de jeux d'argent, le truc de genre, les gens ils aiment pas trop qu'on leur fasse la morale. Alors que moi personnellement c'est pas de la morale. Moi je rigole et puis je me casse, c'est tout. Mais oui, malheureusement j'ai des ennemis. Parce que si tu fais un contenu complètement classique, si tu fais du jeu vidéo, si tu fais de la vulgarisation, si tu fais de l'histoire, si tu fais de la science, t'auras pas d'ennemis. Si tu fais des vidéos comme moi, c'est limite se chercher des ennemis. Tu vois ce que je veux dire? T'es obligé d'avoir des ennemis parce que les gens vont pas aimer ce que tu fais. C'est normal. Mais bon. Après, c'est pareil, si t'es une nana et que tu fais des tutos beauté, des trucs comme ça, tu auras des ennemis aussi. C'est débile, mais c'est comme ça. D'autres questions? N'hésitez pas, vraiment. Même des petites anecdotes, des trucs, allez-y. Une anecdote, il a sauté sur l'occasion. Est-ce que du coup on veut une émission genre mes chers désabonnements, quelque chose dans le genre? Un truc genre mes chers désabonnements. Alors, est-ce qu'il y aura mes chers désabonnements? Oui. Il y aura mes chers désabonnements. Et petit fun fact assez intéressant. Malheureusement, je pourrais pas tout dire. C'est dommage. J'aimerais bien, vraiment. Mais comment dire, mes chers désabonnements, ça va arriver parce qu'il y a des chaînes que j'ai aimées qui sont parties dans un autre délire. Et notamment Amixem, qui va être le premier de mes chers désabonnements. Parce que j'ai énormément de choses à dire là-dessus. Et on va dire à peu près toute la clique de la Redbox feront l'objet d'un cher non-abonnement et d'un cher désabonnement. Parce que c'est pareil pour Joyka, qui ne fait plus du tout de musique. Et il y a des gens comme ça que j'ai aimé et j'aime plus ce qu'ils font, je me suis désabonné, je me suis lassé. Donc il y aura des chers désabonnements. Ça sera pas récurrent parce que je me suis pas désabonné à 1 milliard de chaînes, mais il y aura mes chers désabonnements bien sûr. Et ça va être salé. Pour moi ça va être salé mec. Alors je suis désolée, on a énormément d'annonces à faire, c'est pour ça. Alors n'hésitez surtout pas si vous avez des questions en rapport à YouTube, le métier de youtubeur, comment est-ce qu'on se démerde à faire un montage de qualité, est-ce que c'est important d'avoir une bonne caméra, est-ce que c'est important d'avoir un bon micro. T'as encore une question? Vas-y, n'hésite pas. N'hésite pas, vraiment n'hésite pas. En plus, elles sont pas mal tes questions, vas-y, vas-y. Est-ce que tu t'es déjà fait casser la gueule? Et Biscotte, elle est encore en vie? Ah, alors Biscotte, c'est mon chat mort empaillé. Parce qu'il faut savoir que moi j'aime bien les animaux morts. Et encore plus quand ils sont empaillés parce que c'est bien, ça a autant d'affection qu'un vrai animal, sauf que ça coûte moins cher. Et l'entretien est quasiment zéro. Donc, mais Biscotte c'est c'est normal. Et est-ce qu'il est toujours vivant? Bah de base il est mort. Donc voilà, mais non il va bien. Il a juste la patte cassée, parce qu'à force de le jeter par terre, il s'est cassé la patte. Donc il faut que je lui répare, mais sinon tout va bien. T'inquiète, il va parfaitement bien. Je le remettrai dans mes vidéos, mais t'inquiète, tout va bien. D'autres questions? Ouais, vas-y, je t'en prie. As-tu pensé à l'après-YouTube? La question que tout le monde pose, l'après-YouTube. Alors justement, oui, ça en fait partie. L'après-YouTube, du coup, c'est la BD. La BD que j'ai sortie avec le dessinateur, Absol et Gipsy. Et du coup, avec ça, on voit sur le long terme
parce qu'il y aura 3 tomes en tout, ça va être une trilogie. Et à la suite de ça, il va y avoir des spin-offs. Donc chaque youtubeur qui a participé au FDP de Tubonia, que ce soit Farod, Cyprien, n'importe qui, aura le droit de faire son spin-off. Donc ça c'est quelque chose qui va continuer sur la durée. Et pour être totalement franc avec vous, je continuerai de toucher les droits d'auteur par rapport à ça. Donc c'est aussi un amorti par rapport à YouTube, parce que YouTube a subi pas mal de problèmes au niveau de la monétisation. D'ailleurs c'est étrange que personne me pose des questions là-dessus. Mais la monétisation sur YouTube est un problème par rapport au sujet qu'on veut utiliser. Si on veut par exemple parler d'histoire, je sais qu'il y a beaucoup d'historiens sur YouTube qui ont des problèmes par rapport à ça, parce qu'il y a des sujets qu'on ne peut pas aborder sur YouTube étant donné que c'est une entreprise américaine. Si vous voulez parler de Hitler, rien que historiquement parlant, vous ne serez jamais monétisé. Parce que c'est un sujet voilà, controversé. Je t'en prie, vas-y, dis-moi. C'est pas grave, je t'en prie. Une autre question? Non? Personne? Si, toi? Vas-y, je t'en prie. Ah, attends. Garde-la bien. Hein. Est-ce que tu as déjà voulu arrêter YouTube? Ouais, au début de ma chaîne, moi je faisais du gaming. Alors attention, moi j'ai commencé ma chaîne avec du Minecraft. C'est pour te dire à quel point le niveau de honte est élevé. Tu vois, je faisais du Minecraft, après j'ai fait de la review d'actualité. C'est-à-dire quand il y avait un souci politique, une connerie à la télé ou quoi, je réagissais. Et quand j'ai vu que ça marchait mieux quand je mettais ma tronche face caméra et que je commençais à gueuler, je me suis dit tiens, il y a un truc à faire. Et je me suis dit soit j'arrête tout, parce que déjà ça me coûte trop cher. J'avais acheté une caméra, j'avais acheté des plugins pour mon logiciel de montage, j'avais acheté un PC un peu plus puissant pour commencer à faire des trucs assez cool alors que je faisais de la merde, hein, clairement. Et je me suis dit soit j'arrête, soit je repars à zéro avec un autre contenu qui me plaît vraiment. Et là c'est donnant. Si celui-là ne marche pas, j'arrêterai tout définitivement. Et c'est là que mes chers abonnements est arrivé, avec mes chers de l'abonnement, et là ça a explosé. Ça a explosé d'ailleurs quand j'ai parlé de la chaîne Studio Bubble Tea, avec le père qui utilise ses 2 gaming pour se faire de l'argent. Là ça avait bien plu aux gens et ça... En fait je suis passé de... Je crois j'avais 382 abonnés en 3 ans, pour vous dire à quel point c'est long. Et dès que j'ai commencé à faire mes chers abonnements sur Fanta Bob Games, il y a Fanta qui m'a retweeté, j'ai pris 1000 abonnés. Après il y avait Mad Podcast et Chris Will Show, avec leur fameuse polémique à la con de plagiat. Je suis passé de 1000 à 6000, 12 000. Et après il y a eu donc Studio Bubble Tea, là ça a fait 50 000, 250 000. J'ai rien compris. Voilà. Comme quoi il faut rien lâcher. Il faut rien lâcher, ça peut arriver. Vas-y, dis-moi. MND Productions, est-ce que tu aimes bien cette chaîne? Ah, bien sûr j'aime bien cette chaîne MND Productions. Je la connais cette chaîne, bien sûr j'aime bien. Et si y aurait une autre question, n'hésitez pas. Hein. Vous êtes très hésitant. Hein. Une anecdote d'une rencontre avec un abonné? Oui, j'en ai des tonnes. J'en ai des tonnes. Hein. Je me souviens, j'étais avec Absol, c'était à la Play Azur à Nice. Il y avait 2 nanas qui viennent comme ça, elles étaient cosplayées. Et il y en avait une qui était pipelette de ouf, et une qui était limite en mode exorciste, elle était là. Et elle fixait le vide avec quelque chose dans la main, et elle parlait pas, elle ne nous regardait pas, et elle ne bougeait pas. Et moi j'ai laissé Absol parler avec elle, donc avec sa pote qui était pipelette. Et à un moment donné, moi j'essaye de m'insérer dans la conversation parce que ça avait l'air intéressant. Et à ce moment-là, elle a eu un soubresaut, elle m'a coupé la parole, elle m'a tendu sa feuille, et elle m'a dit « signe ». J'ai pris sa feuille, j'ai fait « d'accord madame ». J'ai signé, et elle s'est barrée sans même attendre sa pote. Au revoir, merci. C'était bizarre. Il y a eu un autre gars comme ça, pareil, c'était à Lille, je sais plus à quelle convention d'ailleurs, les Geek Days de Lille d'ailleurs, je crois, je sais plus. Et un mec tout fin, dans un kigurumi, et le mec il était pratiquement nu dessous, il pue la transpiration, c'était horrible. Et il arrive comme ça, il baisse la tête, et il me dit tu peux me faire un autographe? Je fais ok. Je dis c'est quoi ton blaze? Il me fait pardon? Je fais bah c'est quoi ton nom? Il me fait ah non mais je donne pas mon nom. Je fais d'accord mais tu veux que je signe quoi? Il me fait non tu mets juste Antox Colaboy machin et puis c'est bon. Je fais ok. Je me retourne, je commence à signer
Je me retourne pour lui donner, il me l'arrache des mains, il se barre aussi. Il y a des gens comme ça, tu sais pas. Il y a même eu des mères de famille un peu chelous aussi. Des mères de famille qui poussaient les gens dans la file pour que leur enfant passe avant tout le monde. C'était très, très particulier. Et ma plus belle rencontre, c'était un paraplégique en fauteuil qui m'avait fait une lettre, mais incroyable, recto verso, pour me dire à quel point je faisais du bien et tout. Voilà. Ça, tu vois, c'est le truc le plus beau de tout ce que tu peux faire sur YouTube. Recevoir ce genre de message, mais en live, avec des gens qui ont limite les larmes aux yeux de te voir et de te dire à quel point tu leur fais du bien avec un chat mort. Ça, c'est très cool. C'est extrêmement plaisir. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions par hasard? N'hésitez pas. Hein. Profitez-en, moi j'ai pas ma langue dans ma poche en plus. Hein, Est-ce que tu comptes refaire des vidéos avec Didi Chandouidoui? Est-ce que je compte refaire des vidéos avec Didi Chandouidoui? Alors je sais pas, est-ce que quelqu'un connaît Didi Chandouidoui ici? J'en doute pas. Hein. Mais oui, je compte refaire des vidéos avec Didi Chandouidoui. C'est vrai que le rap qu'on a fait tous les deux m'a beaucoup plu. Parce qu'il faut savoir que moi je compose ma propre musique, en plus de faire tout le reste. Et il est venu comme ça me voir et m'a dit ouais, j'aimerais beaucoup faire un rap sur le véganisme, pour justement critiquer un peu les véganes extrémistes. Alors que lui à la base il est vegan aussi. Donc il a dit voilà, moi j'ai écrit un texte pour mettre un petit peu un coup de pied dans la fourmilière. Et vu que tu fais de la musique et que tes sons sont assez cool, bah go, vas-y, on fait ça. Et je dis bah ouais, grave, justement, j'ai un petit truc qui traîne là. Est-ce que ça te plaît? Il m'a dit ouais. Il est venu un week-end à la maison, on a fini de composer ensemble, il a rappé dessus. Et après c'est sorti en clip, donc je suis retourné chez lui après pour filmer les clips, machin, enfin pour faire toutes les images derrière. J'ai fait le montage de ce truc, c'était pas prévu à la base. Et c'était très très cool et vraiment c'était une ambiance ultra familiale. Didi c'est vraiment un pote et s'il me propose un autre projet du style, même complètement différent, je dirais oui à chaque fois, il n'y a pas de problème. Lui c'est clair, je dirais oui tout le temps. C'est vraiment très cool. Autre question? À tout hasard? Non? Personne? Pas du tout? Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser alors dans ce cas-là. Merci beaucoup, en tout cas ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis si vous voulez passer vite fait au petit stand qu'on a juste ici, j'ai la BD des FDP de Tubonia si vous voulez la lire en avant-première, voir les images, un petit peu le produit final. Et je vous fais des bisous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Antox Collaboy pour cette petite conférence.